Allô, la police! Venez, ils sont 7 à table, alors qu'ils doivent être que 6. Venez! Eh oh, dans le magasin là, toi, le masque, c'est au-dessus du nez, pas en dessous. Qui faisait ça? Les gens entre eux. On n'est plus en démocratie, on n'est pas encore en dictature, on est en démocrature. Et les gens s'en rendent pas compte, parce que les gens en plus maintenant sont des moujons. Moitié mouton, moitié pigeon. Sur les 87 noms que j'avais récupérés, j'en ai donné 82 à la justice. J'en ai gardé 5. Au cas où. Dont un qui a été ministre sous Macron d'ailleurs. Aujourd'hui, un rebelle en France, c'est celui qui fait ça. Je like. La démocratie est-elle devenue une illusion? Philippe Pasco tire la sonnette d'alarme. Pour lui, l'État nous pille et l'honnêteté ne paierait pas en France. Mais à quel point? Combien gagnent vraiment ceux qui trahissent la confiance du peuple? Et pourquoi les citoyens continuent de voter pour eux? Ancien élu lanceur d'alerte, il dévoile les coulisses d'un système, à son sens verrouillé et gangréné par les privilèges et l'impunité. Alors, faut-il réformer le système ou l'attaquer à la racine? Philippe Pasco répond dans cette interview sans langue de bois. Tous des pourris. Non. J'ai fait partie du système que je dénonce. Oui. Bonjour, je m'appelle Philippe Pasco, Philippe avec 2 P, je suis marié, j'ai 6 enfants, je suis un éveilleur de conscience, un petit scribouillard. J'ai écrit une dizaine de livres sur la corruption, j'ai fait plein de choses dans ma vie et je ne supporte pas que les gens politiques se servent plutôt que servir. Il est possible de mettre fin aux privilèges. Oui. Le gouvernement a de la considération pour les citoyens. Non. J'ai honte du peuple français. Oui. J'ai honte de nos politiques. Oui. L'État ne peut pas censurer les journalistes. Il essaye. Les instances nationales ont trahi leur fonction. Oui. Le costard, c'est 80% de la carrière. Parfois. Le peuple est en colère. Oui. Voter peut faire changer les choses. Oui. On peut accéder au pouvoir sans réseau. Oui, et sans diplôme. Je suis pour une 6e République. Oui et non. La souveraineté ne devrait être que populaire. Oui et non. Le peuple n'a pas vocation à tous les jours prendre des décisions. Il faut pouvoir déléguer pour pouvoir respirer. Par contre, il faut renforcer les contrôles sur ceux à qui on délègue, ce qu'il n'y a pas du tout en France. L'image de la France, c'est juste du marketing. Avec Macron, oui. La liberté d'expression est en danger. Gravement. Le réseau importe plus que les compétences. Oui, aujourd'hui, malheureusement, oui. Je vais vous donner une définition aujourd'hui de ce que c'est qu'un rebelle en France. Et le geste que je vais faire n'est pas un geste trivial. Aujourd'hui, un rebelle en France, c'est celui qui fait ça. Je like. Une fois qu'il a liké, il retourne sur son canapé, il boit une bière et il a l'impression d'avoir fait la révolution. Les politiques se croient au-dessus des lois. Oui. Ceux qui sont censés résoudre le problème sont devenus le problème. 2 oui. On sanctionne plus un chômeur qu'un ministre corrompu. Je confirme, preuve à l'appui. L'honnêteté ne paye pas en France. Une certaine honnêteté ne paye pas en France. La France reste un modèle à suivre à travers le monde. Complètement. Les politiciens ne sont pas plus corrompus qu'avant, c'est juste qu'on en parle plus. Les politiciens sont plus corrompus qu'avant et on a les moyens d'en parler plus, mais il y en a moins qu'on ne le dit et plus qu'on ne le sait. J'ai encore de l'espoir. J'ai toujours de l'espoir. J'ai rencontré récemment une jeune fille de 19 ans et je lui ai dit si tu devais poser 2 questions aujourd'hui au président de la République, qu'est-ce que tu poserais? Et elle m'a dit j'ai rien à lui poser parce que je n'attends rien de lui ni de nos politiques. Même chose. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que l'ère Macron depuis 2017 est une ère gouvernementale qui a complètement détruit la confiance en tous les politiques. Moi, je n'ai jamais vu un gouvernement aussi corrompu depuis 1958. Et si on ne fait pas attention, la France risque de devenir une mafia comme l'a été l'Italie à une certaine époque. Et ils sont en train de mettre en place une espèce de passivité, une espèce d'apathie des populations qui fait que c'est de plus en plus difficile de se rebeller. Ils verrouillent la liberté d'expression, ils verrouillent le code du travail, ils verrouillent tout. Ce qui fait que les gens n'ont qu'une alternative aujourd'hui, c'est se recroqueviller sur leurs femmes, leurs familles, leurs enfants, et ne pas s'occuper de ce qui se passe aux alentours. Quand vous allez être bientôt obligé en France d'avoir 3 travails pour continuer à pouvoir survivre, et ben quand tu as 3 travails, parce que tu n'as pas le choix, parce que tu gagnes plus assez, tu fermes ta gueule, parce que tu as peur d'être viré. Parce que les travaux que tu fais sont de moins en moins payés, et que si tu l'ouvres, comme ils ont cassé le code du travail, comme ils ont cassé les prud'hommes, tu te tais. Donc oui, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Oui, aujourd'hui, j'ai jamais vu un gouvernement aussi corrompu. Je vais vous donner un exemple bien précis, que je mets d'ailleurs dans mon livre, c'est que sous le gouvernement Hollande, qui était déjà pas une référence, un Flamby, si tu m'écoutes, excuse-moi. Ouais, je l'aime bien, c'est pas un méchant type, c'est un petit Flamby. J'avais répertorié 30% d'élus qui avaient eu affaire dans le gouvernement Hollande à la justice et au fisc. Sous le gouvernement Macron, j'en suis à 60%. C'est-à-dire qu'il y a 60% des membres du gouvernement Macron qui ont eu affaire au fisc et à la justice. Et c'est des gens qui nous demandent de marcher droit alors que eux marchent en quinconce. Ça va, quoi.
La République n'est plus en marche? Non, elle n'a jamais été en marche. Elle a été simplement, c'était que de la communication. Donc en marche de quoi? En marche pour les profits, en marche pour certains individus, en marche pour certains milliardaires, mais sûrement pas en marche pour le peuple. Aujourd'hui, il y a une paupérisation générale. Et il y a une communication complètement différente de ce qui se passe dans la réalité. Je veux dire que tu fréquentes ces gens-là, mais ils te disent mais que tout va bien en France. Tous les clignotants sont au vert. La France respire, la France va bien, la France a du travail. Ouais, à quel prix? Comment ça se fait que si la France va si bien, il y a plus de 9 millions de personnes qui mangent pas leur faim tous les jours? Comment ça se fait qu'il y a 1 kilomètre de queue à Toulouse, à Paris, dans les banques alimentaires chez les étudiants? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui gagnent le SMIC et qui dorment dans leur voiture? Expliquez-moi. Et je ne suis pas communiste et je ne suis pas anarchiste et je respecte ces gens-là. Ce que je dis, c'est des faits. Donc non, la France va pas bien, mais ces gens-là disent le contraire. Quels gens? Ceux qui n'ont pas de problème. Ceux qui sont bien tranquilles dans leur petit ministère, dans leur petit bureau à Bercy, qui savent même pas ce que c'est que de faire 3 heures de transport, de courir les magasins, de rentrer pour donner à manger aux gosses, et puis d'être complètement crevé pour un salaire de misère. Et en payant des impôts qui deviennent de plus en plus forts. Parce que là aussi, bien entendu, on paye pas beaucoup d'impôts. Nous, c'est pas vrai. Aujourd'hui, avec le système qui a été mis en place par M. Macron, les gens riches, mais très riches, et je suis pas contre les gens riches, payent moins d'impôts que le salarié ou que le pauvre. Il y a quand même un malaise. Quand vous voyez qu'un type comme Saadé, qui est un milliardaire, il a passé des accords, il doit payer, je crois, de mémoire 2% d'impôts sur ses sociétés. 2% d'impôts sur ses sociétés. C'est ça le partage? C'est ça le ruissellement? À mon avis, il y a un malaise. Tous les chiffres que tu donnes dans tes livres, est-ce que c'est des chiffres connus aujourd'hui du public ou que le public pourrait trouver? 85% de mes informations sont en open source. Donc tout le monde peut les avoir. Sauf que les gens n'ont plus le temps et les gens ne savent pas aujourd'hui, parce que tout est fait pour que les gens ne sachent pas. Et c'est vrai qu'aussi, par exemple, aujourd'hui, aller chercher de l'information, il faut le savoir, c'est de plus en plus cher. Moi, à chaque fois que je veux lire un article, à chaque fois que je veux consulter un truc, il faut que je paye. Donc tout le monde n'a pas la faculté de faire ça, et tout le monde n'a pas non plus le déclic dans la tête d'aller chercher la véritable information, plutôt que de manger l'information merdique qu'on vous donne à travers certains médias. Et parmi, du coup, les 15% restants d'informations qui ne sont pas en open source? J'ai quelques informateurs auxquels je fais très attention pour ne pas les griller. Donc c'est des rendez-vous secrets dans des cafés avec 2 sorties, des trucs à la James Bond des fois. Et j'ai des journalistes aussi qui m'informent parce que eux ne peuvent plus le faire paraître dans leurs journaux parce qu'ils savent que ça sera bloqué. Donc ils me passent un petit coup de fil en me donnant une info, en me disant Philippe, tiens, je te donne ça parce que moi je ne pourrais pas le sortir dans mon journal. Parce qu'on en est là aujourd'hui en France. La presse n'est plus libre. Et il y a une espèce d'autocensure qui se met en place. Je le mets dans le livre. Rien que les procès Bayon. Mais c'est une honte cette affaire-là. Sous prétexte que j'ai du pognon, beaucoup de pognon, et je ne citerai pas le milliardaire qui était le spécialiste des procès Bayon, ça commence par un B, ça se termine par un E, beau, je sais pas quoi, spécialiste des procès Bayon. C'est-à-dire que quelqu'un le gêne, il se casse pas la tête, allez, je te fais un procès. Il y a 2 journalistes qui avaient écrit un livre mirifique sur des malversations de ces personnages. Ils lui ont fait un procès, il lui a fait aux 2 journalistes un procès, et il a demandé 500 millions de dommages et intérêts. Ils vont gagner. Parce que ce qu'ils ont écrit est vrai. Parce que ce qu'ils ont écrit est vérifié. Sauf que pendant 5 ans, 6 ans, ils sont dans la merde, parce qu'il faut qu'ils aillent au procès, il faut qu'ils fassent des mémoires, il faut qu'ils prennent un avocat, il faut qu'ils avancent de l'argent. Et c'est un message aussi subliminal pour les autres journalistes. Attention, si vous écrivez sur moi, vous allez avoir droit à un procès. Donc il y a une espèce d'autocensure qui se met en place en France, où les gens eux-mêmes se taisent, parce qu'ils ont peur. On est dans un climat anxiogène quand même, hein. On s'en rend pas compte. Moi, j'étais une figure des Gilets jaunes, l'anxiogène, je connais. Hein. Quand vous alliez à la manif, vous étiez pas sûr de rentrer avec 2 yeux. Donc, et ça a été un système mis en place. Quand vous allez au travail, aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr de ne pas être viré. Quand vous allez à l'hôpital, vous n'êtes pas sûr d'être refusé. Quand vous allez au prud'homme, vous êtes quasiment sûr de rien toucher. Donc aujourd'hui, il y a un climat anxiogène qui se met en place. Les gens ne savent pas comment ils vont finir leur mois. Parce que demain, tout peut exploser. Et tout est fait dans la communication gouvernementale pour continuer à faire peur aux gens. C'est un système. Gouverné par le chaos. Il y a un journaliste très bien qui a écrit un livre là-dessus. On commence à être dedans. Je vous arrête juste un instant. Si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, c'est que la vidéo vous plaît. Donc pensez bien à vous abonner pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo comme celle-ci sortira sur notre chaîne. Je vous embête pas plus longtemps. Et dans ce système, justement, tout le monde est complice, administration, Alors police. tout le monde n'est pas complice, mais tout le monde a peur. Donc quand tu mets un climat de peur, c'est très très dur de se lever et te dire « je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites ».
Parce que c'est vrai que quand un élu truande, par exemple, et des élus qui truandent, il y en a malheureusement de plus en plus en haut de l'échelle, il y a toute une chaîne derrière qui dit rien, qui consent, qui coopte. Quand tu es dans un conseil municipal, et j'ai été dans des conseils municipaux, la plupart des élus se taisent alors qu'ils savent que leur chef est un truand. Quand le chef propose une truanderie, le conseil municipal le vote. Moi, j'ai eu beaucoup de fois où je me suis battu avec un type qui s'appelait Valls. D'ailleurs, je le signale, j'étais son adjoint, je me suis battu physiquement 2 fois avec lui. Hein. Une fois, il m'a collé contre le mur, une fois, je l'ai collé contre le mur. Souvent, il me disait, mais t'es pas assez intelligent pour comprendre. Je dis, bah écoute, si je suis pas assez intelligent pour comprendre, je suis pas assez intelligent pour voter. Et moi, je ne votais pas. Crime de lèse-majesté. Quand tu es dans une majorité, il faut que tu votes tout ce que ton chef te dit. Et ça, c'est un problème. Les gens, aujourd'hui, il y a un système qui se met en place où c'est de plus en plus dur d'être courageux. C'est de plus en plus dur d'être, entre guillemets, un lanceur d'alerte. Parce que tous les lanceurs d'alerte que je connais, et j'en connais, bonjour les emmerdes qu'ils ont. Bonjour les emmerdes qu'ils ont. Parce que le système n'est pas fait pour les protéger. Le système n'est pas fait pour aider les gens qui dénoncent la corruption. Le système est fait pour que les gens qui dénoncent la corruption se fassent enfoncer. Et il y en a une super loi, c'est la loi Evin sur la protection des lanceurs d'alerte, qui est une gabegie, un mensonge éhonté. Dans la loi, il est marqué, par exemple, que si jamais vous découvrez, vous êtes dans une administration, écoutez bien, vous découvrez une malversation de votre service. Dans un premier temps, ce que je dis, c'est dans la loi. Hein. Dans un premier temps, il faut que vous en informiez votre N+1. C'est la loi. Et il est marqué dans la loi que le N+1 doit vous répondre dans un délai raisonnable. Écoutez bien, c'est important, raisonnable. Hein. On ne sait pas si c'est 1 semaine, si c'est 2 mois, mais c'est marqué un délai raisonnable. Si, au bout d'un certain temps de délai raisonnable, votre N+1 ne vous a pas rendu réponse sur la malversation que vous avez découverte, vous devez avertir votre N+2, qui doit lui aussi vous rendre réponse dans un délai raisonnable. Si le N+2 ne vous répond pas dans un délai raisonnable, vous pouvez accessoirement prévenir la presse. Voilà le motus vivendi d'un lanceur d'alerte dans une administration aujourd'hui par la loi. Pire que ça. Écoutez bien, ça a l'air... Parce qu'on croit toujours qu'il y a des avancées, et en fin de compte, quand on creuse un peu, ces avancées, on s'aperçoit que c'est des reculs. Quand un lanceur d'alerte est déclaré, avant, le patron le mettait dehors. D'accord ? Non. Ils ont changé la loi. Un patron, maintenant, quand il y a un lanceur d'alerte déclaré dans son entreprise, il a obligation de le garder. Alors, bien entendu, on ne vous dit pas dans quelles conditions. Le garder dans un bureau tout seul, avec une table et un téléphone. Quand il y a un téléphone, ses collègues qui lui parlent plus rien à faire, mais il a l'obligation de le garder. Mais en fin de compte, c'est pour mieux l'avoir à l'œil. Donc les mecs qui sont dans cette situation, en général, ils dépriment. Alors qu'il y avait des systèmes très simples. Un lanceur d'alerte déclaré, dans certains pays, tu l'exfiltres, tu lui mets dans une autre entreprise, avec un boulot identique, avec un salaire identique, mais le mec est réellement protégé. Non. En France, tu restes derrière ton bureau, tu restes chez ton patron que tu as dénoncé, avec tes collègues qui te parlent plus, et ça, tu as l'impression d'être protégé. Et ben c'est ça la loi sur la protection des lanceurs d'alerte en France. Et moi, ça me rend fou, parce qu'en fin de compte, c'est pas ça. Tout est fait pour que la corruption continue à exister. C'est un système. Ça engendre une meilleure soumission. Parce que c'est, encore une fois, je le dis, c'est difficile d'être courageux aujourd'hui. Moi, j'en veux pas aux gens qui osent pas. Parce que il faut avoir des coronesses, il faut pas avoir peur. Moi, j'ai fait un certain nombre de choses. Rétrospectivement, je me dis que j'étais fou parce que ça a menacé mes enfants, ça a menacé mon travail, ça a menacé ma carrière professionnelle. Je l'ai fait quand même. Mais j'en veux pas aux gens qui sont pas capables de le faire. C'est pas simple. Et justement, parmi eux, c'est des élus qui, la plupart, sont condamnés, mais sont quand même réélus. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un choix. Ça veut dire que les gens sont cons. C'est simple. Nous sommes encore dans une démocratie, mais moins on se sert de la démocratie, plus elle meurt. Plus on élit d'élus pourris, plus il y en a. Et aujourd'hui, en plus, je le dis souvent, tout est fait pour que les gens n'aillent pas voter. Donc les gens sont élus avec quasiment personne. Je veux dire, la moyenne d'élection d'un élu ripou aujourd'hui, ripou ou pas ripou, tous les élus sont pas ripou quand même, c'est 1,2 électeurs sur 10. C'est-à-dire que les gens élus en France sont élus avec 1,2 électeurs sur 10 en moyenne. Ça fait pas beaucoup, hein. Donc moins il y a de gens qui votent pour toi, plus il y a moins il y a de gens qui votent pour toi qui font que t'es élu, plus c'est facile d'être ripou, hein. Le système est vérolé de ce côté-là.
Tout est fait pour que les gens n'aillent pas voter. Tout est fait pour que les gens soient écœurés. Parce que c'est vrai. On s'est fait niquer par la gauche. On s'est fait niquer par la droite. On s'est fait niquer par un mec qui s'est fait passer par Kennedy qui baisait une petite vieille. Il y a un moment donné, les gens ils savent pour qui voter, puis ils ont plus envie d'aller voter. Il y a rien comme perspective, il y a rien comme panel politique intéressant. Les gens vont pas voter. Je comprends, mais ils ont tort. Parce que c'est ce qu'ils veulent, en plus. Et aucun parti politique que j'ai été voir ne milite vraiment pour le vote obligatoire. Aucun parti politique que j'ai été voir ne vote pour la reconnaissance du vote blanc. Je vais vous donner un exemple que je donne à chaque fois, qui s'est passé il y a 7 ou 8 ans, à l'Assemblée nationale. Il y a une commission qui s'est réunie. Commission nationale, c'est parti de gauche, parti de droite, le Parti communiste, le RPR, le Renaissance, tout ce que tu veux, qui se réunissent dans un petit bureau à l'Assemblée pour décider. Et le truc, c'était de savoir s'ils allaient mettre les bulletins blancs dans les bureaux de vote. Candidat A, candidat B, un bulletin blanc. Au bout de 2 semaines, ils sont sortis de la commission et le rapporteur de la commission qui s'appelle Jérôme Guedj, salut Jérôme si tu m'écoutes, et ce que je vais vous dire est factuel, a fait cette déclaration officielle qu'en fin de compte, ils avaient bien réfléchi, tous les partis politiques confondus, et en fin de compte, on ne peut pas mettre le bulletin blanc dans les bureaux de vote parce que vraiment, ça coûterait trop cher. Je te jure que c'est la réponse officielle qu'a fait cette commission au fait de ne pas mettre les bulletins blancs dans les bureaux de vote. Mais c'est pas ça la réalité. Ils ont pensé ne pas mettre les bulletins de vote dans les bureaux de vote, les bulletins blancs dans les bureaux de vote. Pourquoi ? Parce que s'ils mettaient les bulletins blancs dans les bureaux de vote, les gens les auraient pris. Et si les gens les prenaient en plus de ceux qui venaient en mettant un bulletin nul ou blanc, ça explosait les exprimés de bulletins blancs. Et imaginez que demain, les bulletins blancs dépassent les votes des exprimés. Mais ils sont très mal, tous les partis politiques confondus. Donc, ils veulent surtout pas que le bulletin blanc soit reconnu, et ils veulent surtout pas que les gens viennent voter. Parce que, là aussi, si on mettait le vote obligatoire, et qu'on me dise pas que c'est pas possible, ça existe déjà en France. Les gens ne le savent pas. Mais par exemple, sénateur, c'est un vote obligatoire. Moi, j'ai été conseiller régional, j'étais obligé d'aller voter pour les sénateurs. Obligé, c'était obligatoire. Et en plus, je vous le dis, j'ai été payé. J'ai gagné 100 € pour aller voter pour les sénateurs. Donc, qu'on me dise pas que c'est pas possible. Si c'est possible pour les sénateurs, pourquoi ça serait pas possible pour les élections municipales ou les élections présidentielles ? Deuxième truc important, c'est moi je milite pour que le vote soit fait en semaine sur les heures de travail. Et là aussi, qu'on me dise pas que c'est pas possible. Ça se faisait déjà. À ce que je sache, et de mémoire, les votes professionnels sur les élections professionnelles, c'était pas pendant les heures de travail ? C'était pas en semaine ? Donc on peut le faire si on veut. C'est juste une volonté politique de l'ensemble des partis politiques qui se succèdent au pouvoir. Mais tous veulent qu'il y ait mon abstention. Mais tous continuent à travailler pour qu'il y ait beaucoup d'abstention. Parce qu'en plus, pourquoi laisser le vote le dimanche ? Le dimanche, c'est sûr qu'il y a déjà un paquet de gens que ça les embête d'aller voter. Mais alors, plutôt que de manger en famille, d'aller faire un tour à la pêche, etc., les gens, ils préfèrent. Donc tout est fait pour que le vote blanc et l'abstention augmentent. Il n'y a jamais eu tant d'abstention depuis 1958. Et ça augmente à chaque élection. Mai 2017, Parce ça vous qu'ils seraient parle ? perdants ? Pardon ? Parce qu'ils seraient perdants. Mais oui, ils ce seraient que ce tous soit- perdants. Imagine, les Blancs dépassent de ça les exprimés. Ils sont obligés de faire quelque chose. Ça veut dire qu'ils ne sont plus représentatifs de la population. Quand tu ne vas pas voter, comme c'est fait, comme aujourd'hui, il y a des endroits où il y a 90% d'abstention, hors urne. Tu sais pas réellement pourquoi les gens n'ont pas été votés. C'est peut-être parce que j'étais malade. Ma voiture est tombée en panne. J'ai déménagé, mon bureau de vote, maintenant, il est à tel endroit, je me suis pas fait inscrire. Donc, tu ne connais pas le seul véritable mécontentement populaire. La véritable colère qu'on pourrait exprimer par rapport au panel politique merdique qu'on nous offre. C'est justement d'aller voter, de mettre un bulletin blanc. Et ça, ils veulent pas. Imagine, rappelez-vous quand même que monsieur Macron, c'est ça? Oui, c'est ça, Macron qui s'appelle. Aux dernières élections, il a été réellement élu avec 17% des voix. Le deuxième tour, je compte pas, puisque les gens n'ont pas voté pour Macron, ils ont voté contre le parti en face. Donc, 17% des voix, c'est quoi? C'est 1,7 électeurs sur 10. 1,7 électeurs sur 10. Et s'il y a 2 électeurs qui mettent des bulletins blancs, ils sont mal. Donc, ils seront élus, mais ils ne seront plus représentatifs. Alors que là, même avec 1,7 électeurs sur 10, ils sont élus avec 100% des voix.
C'est aussi simple que ça. Donc moi, je milite pour le vote obligatoire qui engendrera automatiquement la reconnaissance du vote blanc comme un vote politique. Mais aucun parti politique ne veut... S'ils veulent bien, pardon. C'est comme le casier judiciaire. Ils veulent bien, mais pour les autres. Pas pour eux. C'est-à-dire que oui, le vote blanc, si tu rencontres un mec de gauche, tu dis, ouais, le vote blanc, pour les mecs de droite, c'est bien. Tu vas mettre un mec de droite, pour les mecs de gauche, c'est bien. Mais pour eux, non. Eh ben si, il faut que ça soit pour tout le monde. Et quand les pays, il y a 96 pays au monde qui utilisent le vote obligatoire, donc la reconnaissance du vote blanc. Donc à partir d'un certain seuil de vote blanc, tout le monde rentre à la maison. Et ça, ils veulent pas. Ils veulent surtout pas, parce que la soupe est bonne quand t'es élu. Donc ils veulent rester élus, ces gens-là. Et encore une fois, les méchants, c'est les autres, c'est jamais eux. Et ça, c'est mon problème d'ailleurs sur mes livres. Hein. Parce que moi, dans mes livres, je tape pas sur la droite, je tape pas sur la gauche. Je tape sur le système. Et le système, il est aussi bien à droite qu'à gauche. Et malheureusement, à un certain niveau, encore une fois, tous les élus sont pas pourris. À un certain niveau, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils croquent? Et ils n'ont pas l'intention de lâcher. C'est à nous de leur faire lâcher, parce que je le dis souvent, le nombre, c'est nous. La force, c'est nous. Le peuple, c'est nous. Mais on ne sait pas s'en servir. Qu'est-ce qui gagne concrètement ces élus, ces politiques à perdre la confiance des citoyens? Ah mais ils s'en foutent. Du moment qu'ils gardent leur salaire, qu'ils gardent leur pouvoir et qu'ils gardent leur parti de fesses en l'air. Ils s'en foutent. Aujourd'hui, il y a un mépris total des individus. C'est-à-dire, tu te rends compte qu'on a on a eu deux gardes des Sceaux qui étaient mis en examen. C'est-à-dire des gens qui font la justice et qui sont là pour faire respecter la justice, eux-mêmes étaient mis en examen pour des affaires graves. Ils se foutent complètement. Depuis Cahuzac et Saint-Bondan, les yeux dans les yeux. Je vous assure que je n'ai pas de compte en banque en Suisse. Depuis ce jour-là, mais maintenant, ils te disent, si, j'ai un compte en Suisse, et de toute manière, je m'en fous. Je rappelle quand même qu'il y a un type qui s'appelle, je l'appelle Dupont-Maserati ou Dupont-Morietti, là, le truc de Sherlock Holmes, là. Il a quand même oublié de déclarer 300 000 euros de revenus. Moi, j'ai du mal, si j'oublie de déclarer 20 euros, je suis malade, hein. Lui, 300 000 euros, il avait oublié, ça a posé aucun problème. La justice a tranché sur ces exactions, et avec une nouvelle formule. Avant, il y avait une formule qui disait, sur le scandale du sang contaminé, où les gens étaient responsables mais pas coupables. Cette responsabilité, elle est très directement sur mes épaules aujourd'hui. Donc je me sens tout à fait responsable. Dans toutes les étapes. Pour autant, je ne me sens pas coupable. Et bien maintenant, il y a une nouvelle formule avec Dupont-Maserati. Il est coupable, mais pas responsable. C'est marqué dans le jugement qu'il n'avait pas l'intention de mettre les doigts dans la confiture. Donc comme il n'avait pas l'intention de mettre les doigts dans la confiture, allez, faut avouer, complètement pardonné. Parce que c'est même plus à moitié pardonné maintenant, c'est complètement pardonné. Moi, je deviens fou avec ces gens-là. Et ces gens-là nous demandent, nous, de respecter la loi. Et ces gens-là font un scandale quand il y a une petite incivilité dans la rue avec un type qui, bien entendu, n'est pas français, hein, parce que quand il est français, on dit rien, mais quand il n'est pas français, alors là, ça fait un scandale dans tous les journaux. Ça va, quoi. Ça va. Arrêtez. Commencez par... Alors, j'ai une formule aussi que j'emploie souvent, qui va choquer, excusez-moi. Hein. C'est des gens qui nous demandent tous de porter une chemise propre, et eux ont un slip sale. J'aimerais mieux qu'ils se lavent leur slip un peu plus souvent. Avec tout ce que tu dénonces, tout ce que tu sais, on n'a jamais essayé de te corrompre? Si, mais ils ont pas mis assez de zéro. Si, on a essayé de me corrompre. On m'a essayé de me faire des pots de vin, et il y a des soirs, je dis, putain, j'aurais dû accepter. mais non. Parce que quand tu commences à mettre les doigts dans la confiture, tu mets la main, et il y a plus grave, ils te tiennent. Et après, c'est je te tiens, tu me tiens, pas la barbichette, le premier qui parlera aura une tapette. Non, j'ai eu des menaces de mort, ouais. S'ils veulent me tuer, ils me tueront, hein. Mais il faut qu'ils sachent quand même que sur la plupart de mes dossiers, j'ai toujours fait ça, j'ai gardé ce qu'on appelle des assurances-vie. Je sais pas pourquoi, par exemple, j'ai bossé sur une affaire de secte à un moment donné. Sur les 87 noms que j'avais récupérés, j'en ai donné 82 à la justice. J'en ai gardé 5. Au cas où. Dont un qui a été ministre sous Macron, d'ailleurs. Au cas où. Donc il y a quelques affaires comme ça, où j'ai quelques informations que je garde bien précieusement, bien cachées dans certains endroits. Donc s'il m'arrivait un accident, je pense que les personnes qui ont en charge de ces informations s'empresseraient de les sortir. À bon entendeur, salut. J'ai un monsieur que je connais bien, qui est dans la même boîte d'édition, qui fait pareil, qui s'appelle Bourki, qui est l'avocat des machins. Lui aussi, il a prévenu qu'il n'a pas tout dit. Il faut prendre des assurances-vie, parce que c'est pas des gentils, ces gens-là. Faut pas rêver. Mais il faut continuer à parler, il faut continuer à dire. Parce que moins on dira, plus l'étau va se refermer. Aujourd'hui, malheureusement, la démocratie est en train de mourir parce que les gens ne s'en servent pas. D'ailleurs, on n'est plus en démocratie. Souvent, je le dis, on n'est plus en démocratie, on n'est pas encore en dictature, on est en démocrature.
Et les gens s'en rendent pas compte. Parce que les gens, en plus, maintenant, sont des moujons. Moitié mouton, moitié pigeon. Il faut qu'ils s'en sortent et il faut qu'ils tapent sur la table. La force, c'est nous. Il y a un moment donné, il faut dire stop, arrêtez. Et arrêtez d'élire des élus corrompus. Moi, je suis fou de rage que des Balkany, que des Guérini, que la nana, c'est Caldi, je sais pas quoi, le Valois, je sais pas où, soient réélus élection après élection. Et là, le problème, le fond du problème, il est là. Nous sommes dans une démocratie, on s'en sert pas. On s'en sert plus. Quand un élu ripou qui nous arrange, alors tout le monde est écolo aujourd'hui. Ça, j'adore. J'adore. Tout le monde est écolo. Condition d'avoir Carrefour à 3 minutes, hein. Ah bah si. Tout le monde veut des produits sains et frais. Et tout le monde continue à acheter de la salade en sachet. Donc, à un moment donné, et je le sors aussi souvent, excuse-moi, je vais me répéter, je prends souvent le Nutella en exemple. Nutella va finir par faire un contrat sur ma tête. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, dans le Nutella, il y a moitié huile de palme, moitié sucre. Hein. J'exagère les chiffres, hein, c'est pas ça. Faites pas un procès parce que j'ai dit moitié huile de palme. Tout le monde le sait. Tu vas dans n'importe quelle maison d'une ménagère ayant 2 enfants, tu ouvres le placard au-dessus de l'évier dans la cuisine, qu'est-ce que tu trouves? Du Nutella. Qui est con? Alors que la meilleure façon de coincer ces gens-là, c'est de plus acheter de Nutella. Parce qu'en plus, il y a le même produit avec autant de cacahuètes, pas d'huile de palme, à 1 ou 2 centimes près, qui a exactement le même goût, j'ai testé. Parce que j'aimais bien le Nutella aussi. Ben non, les gens ils continuent à acheter du Nutella parce que le Nutella, c'est ce que veulent les enfants. Et alors? C'est pas parce que mes enfants veulent Nutella parce qu'ils se sont fait manipuler par la télé ou par la manipulation populaire de ce truc qu'il faut l'acheter. Et les gens de ce côté-là ne réfléchissent pas. À quoi ça sert d'acheter un téléphone tous les 6 mois? Expliquez-moi. De dormir 3 jours avant l'entrée du machin parce qu'il y a un téléphone avec 4 caméras qui sort alors que vous en aviez que 3. Parce qu'il y a un téléphone où maintenant il y a une salle de bain à l'intérieur du téléphone. Si, je vous assure, il y a des salles de bain à l'intérieur du téléphone. Je me précipite pour l'acheter. Un téléphone, c'est fait pour téléphoner. Pourquoi les gens se précipitent comme ça pour consommer? Arrêtez d'être des consommateurs manipulés et passifs. Redevenez acteurs de votre vie. Mais tout est fait pour qu'on soit con. Et je reconnais que c'est de plus en plus difficile de ne pas être con. Parce que comme on est dans une mondialisation, si tu n'achètes pas le dernier téléphone, si tu te trimbales avec un vieux téléphone, tu passes pour un con au bureau, tu passes pour un débile, et tu te sens quasiment obligé d'aller l'acheter pour être comme les autres. Comme les autres. C'est-à-dire que même le pauvre, entre guillemets, c'est-à-dire le mec qui a pas de quoi bouffer, tu vas chez lui, il a le dernier téléphone, dernier cri. Dernier cri. Tu te dis merde, tu préférerais pas acheter à bouffer pour tes gosses? Mais parce que l'apparence fait qu'il se doit d'avoir le travail pour pas qu'on voit qu'il est pauvre. L'apparence. L'apparence. Ok, continuez avec l'apparence, les enfants. C'est ce que ces gens-là veulent. C'est ce que ces gens qui nous gouvernent, entre guillemets, et qui nous exploitent et qui nous manipulent, veulent. Juste qu'on continue à pouvoir survivre en faisant un maximum de profit pour eux, pas pour nous. Et par définition, c'est simple à comprendre, hein. Le profit, c'est réservé à quelques-uns. Pas pour tout le monde. Le partage, par contre, c'est fait pour tout le monde. Et ça les intéresse pas. Et combien nous coûte la corruption politique chaque année? C'est simple, hein, on en est à 1200 milliards d'optimisation fiscale. C'est le dessus de l'iceberg. 1200 milliards. Alors qu'on n'a que 60 milliards de déficit sur le budget. Hein. Pas de notre faute, hein, de leur faute. Hein. 1200 milliards. Alors, un iceberg, c'est une petite pointe et une grosse masse en dessous qu'on ne voit pas. Donc, quand on a 1200 milliards recensés par Oxfam, par des gens quand même qui ont un petit peu de bouteille et qui vérifient leurs chiffres, ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus en dessous. Donc, la corruption, elle n'est pas quantifiable parce que par définition, c'est caché. Mais je peux t'assurer que c'est beaucoup de milliards. Aujourd'hui, moi, je suis effaré parce que mes chiffres, depuis 10 ans, sur la corruption, décuplent. Avant, la corruption, c'était, 2-3 millions d'euros. Maintenant, j'ai des centaines de millions d'euros qui sont détournés. Des centaines de millions d'euros. Et on te dit qu'il faut qu'on prenne 5 euros sur, je sais plus quoi, ils ont pris il y a quelques années, sur la CAF ou je sais pas quoi, pour les petits salariés. On te dit que les salariés vont être obligés de travailler 7 heures gratos en plus. On te retire un jour férié pour que tu puisses aller travailler. Et je vois des centaines de milliards d'euros qui sont détournés et qui sont pas poursuivis ou qui sont exonérés.
La corruption, c'est pas quantifiable, mais de toute manière, c'est de plus en plus et trop en France. Tu parlais de contrôle, de surveillance, de privatisation des médias par des millionnaires, de censure, donc c'est des choses que tu évoques aussi dans le livre. Est-ce qu'aujourd'hui on est en train de basculer vers l'autoritarisme? Oui, mais un autoritarisme sous-jacent. C'est-à-dire que c'est pas une dictature de fait, c'est une dictature, c'est une dictature de fait, c'est pas une dictature par la force. C'est-à-dire que c'est les gens eux-mêmes qui, entre guillemets, mettent en place leur propre système de surveillance. Et ça s'est développé depuis le Covid. Hein. Rappelez-vous, les gens n'ont pas de mémoire. Allô, la police! Venez, ils sont 7 à table, alors qu'ils doivent être que 6. Venez. Eh oh, dans le magasin là, toi, le masque, c'est au-dessus du nez, pas en dessous. Qui faisait ça? Les gens entre eux. Ils ont mis en place un système où maintenant la police, ça va être les citoyens. Il y a les bons citoyens et il y a les mauvais citoyens. Et ils mettent un système en place où c'est les gens eux-mêmes qui se contrôlent. Je vais te donner un autre exemple que je commence à dire un peu partout. C'est qu'ils ont mis en place dans 3 villes qui vont généraliser sur toute la France l'obligation pour les populations d'avoir des poubelles transparentes. Des sacs poubelles transparentes. Pourquoi? Parce que quand tu vas sortir tes poubelles, ton voisin va pouvoir voir que tu as mis du plastique dans l'endroit où il fallait mettre du papier. Et ils ont même fait vachement mieux parce qu'ils viennent de mettre en place une police des poubelles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont chargés, officiellement, d'ouvrir ta poubelle et de regarder si tu as bien fait ton tri. Si ça, c'est pas de la négociation entre citoyens, je veux qu'on m'explique. Donc ils sont en train de mettre en place un système autoritaire, entre guillemets, mais par le peuple, pas par une dictature de police. C'est vachement plus pernicieux, parce que tout le monde a l'impression d'être dans le droit chemin. Et puis ils l'ont fait, ça commence en France. Hein. C'est ça qui est bien chez moi, c'est que j'arrive à mettre le pulse en place. Il y a quand même en France, en place, ça y est, ça marche. Des gens qui sont chargés, des privés, hein, c'est-à-dire des lambdas comme toi et moi, qui sont payés avec un petit appareil dans la voiture pour voir si tu respectes le code de la route. Et c'est pas des mics assermentés. C'est des types comme toi et moi, qui sont chargés de surveiller leurs voisins. Si ça, c'est pas une société qui se met en place de façon autoritaire, qu'on m'explique. Et il y a plein de petits trucs comme ça, hein, qui est en train de se mettre en place. C'est un bonheur pour les gens. Ils ont même plus besoin de faire la loi. La loi que eux décident, c'est toi qui l'appliques. Et les gens se rebellent pas en plus. Comment on empêche cette dérive autoritaire? Faut se battre. Faut refuser. Moi, on me propose un poste comme ça, je le refuse. Mais c'est vrai que quand je te dis, c'est du courage. Parce que tout est fait pour que tu n'aies pas les moyens de refuser. Oui, c'est ça. Ça devient de plus en plus dur. Comment tu refuses si, par exemple, toi, tu as du mal à finir tes fins de mois? Eh ben, tu refuses quand même. Je suis désolé. Moi, je suis désolé. Je vois quelqu'un qui se fait agresser dans la rue, j'interviens. Je dis pas, c'est pas mon problème. C'est pas bon. Je vois une petite vieille qu'on agresse, j'interviens. Eh ben, aujourd'hui, c'est l'inverse. Tu sais ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une petite vieille qui se fait agresser. Je filme. Je vais pas aider la petite vieille. Je filme. Le fond du problème, il est là. Mais c'est vrai que c'est logique, parce que dès que tu as filmé la petite vieille et que tu l'as balancée sur les réseaux, déjà, il y a des endroits où tu peux le vendre, selon ce que tu filmes. Mais en plus, tu deviens quelqu'un. Tu es celui qui a filmé l'agression. C'est un bonheur. Tu vas passer aux 20 heures. Regarde maintenant, il n'y a plus une seule agression dans la rue qui n'est pas transmise au journaux de 20 heures et que les gens puissent regarder ce qui s'est passé en direct. Le fond du problème, il est là. Au lieu de s'arrêter et de se mettre en face du mec qui a un couteau. Non, je le filme. Puis je le filme en train d'agresser la petite... Et si je peux avoir un gros plan, tu peux recommencer, s'il te plaît, parce que j'ai pas vu bien le coup de couteau. On en est là aujourd'hui. Pour moi, ça, c'est grave au niveau de l'éveil de conscience des individus. Mais encore une fois, tout est fait pour que les gens aillent dans ce sens-là. Donc, pas simple d'en sortir. C'est comme les pots de vin. Je veux dire, c'est difficile de les refuser. Moi, on m'a proposé 3 fois des pots de vin à 6 € sur des comptes en Suisse. Voilà. Hein. C'est dur de refuser. Ben ouais, c'est pas simple d'être honnête. Quand t'as tes factures à payer, quand t'as un tas de choses, et que les gens te montrent du doigt. Tu sais, je me suis battu pendant quelques années contre les usines d'incinération. La dioxine, qui est le sida du 21e siècle. Eh ben, je me suis fait engueuler par les gens. Grave. Parce que comme j'avais dénoncé une usine d'incinération avec les effets négatifs de la dioxine sur les populations, sur la santé, et c'est vachement grave parce que la dioxine s'inscrit dans les gènes. C'est-à-dire que je te baise, je te file le sida, ok. Je vais dans la tour Montparnasse, je chope de l'amiante, je me pleurésie, je meurs. Moi,
toi, tu meurs, et ça parce que je t'ai donné le sida. Mais la dioxine des unités d'incinération, c'est pas ça. Ça se fixe sur ta chaîne d'ADN. Et donc, c'est tes petits-enfants qui naissent avec des malformations. C'est un truc de fou. Et une fois que c'est sur ta chaîne d'ADN, ça sort plus, hein. Eh ben, c'est les gens qui habitaient autour de la usine d'incinération qui sont venus m'engueuler. Grave. Parce que j'étais en train de faire perdre de la valeur à leur maison. Tu te rends compte? Donc le Pasco, la honte, tu vois, tais-toi Philippe, tu le diras une fois que j'aurai vendu, mais pas avant. Mais tu te rends compte que tu es en train de me dire ça alors que tu as 3 enfants et qui sont en train de bouffer et de respirer de la dioxine à cause de cette putain d'usine d'incinération, et tu me dis qu'il faut pas que j'en parle parce que ta maison va perdre de la valeur? Pas simple, des fois, d'être honnête. Quand j'ai été élu à la région et que les gens venaient me voir pour me dire, bah Philippe, tu peux pas m'avoir un logement, c'était prioritaire. Ta femme t'a foutu dehors? Bah non. T'as plus d'argent? T'es dans la... Bah non. Bah pourquoi tu veux que je te donne un logement? Fais la queue. Ouais, parce qu'on enfoiré, tu te la pètes. Bah c'est comme ça, je vais dire partout qu'il faut pas voter pour toi. Pas simple d'être honnête. Parce que là, tu l'as perdu, hein. Et non seulement t'as perdu cet électeur, mais lui, il va en parler autour de lui. Alors que le mec qui vote pour toi, il en parle pas. Donc c'est pas simple d'être honnête non plus en politique. Parce que tout le système fait aussi que les gens veulent bien, entre guillemets, je te dis l'écologie à condition que Carrefour soit à 3 minutes. Tout le monde veut des élus honnêtes, mais pas le sien. Oh bah non. Bah non, le mien, je le connais. Ça fait 20 ans que je le connais, il me serre la main, je bois un café avec lui, il m'a fait sauter les contredanses, il a embauché mon fils à la mairie. Pas le mien. Je parle de Balkany et d'autres comme ça. Il y a un moment donné, non, un élu pourri, c'est un élu pourri, point barre. Ben, les gens sont pas forcément dans cette optique. Quand j'ai écrit mon premier bouquin avec Graziella Archaoui, donc on a mis 400 élus dans le livre Délit d'élus qui avaient mis les doigts dans la confiture. On était en fin 2013. Le bouquin marche un petit peu. Mars 2014, élection municipale, je me dis, on a mis le nom des 400 élus, ils sont pas réélus les mecs. 250 ont été réélus au premier tour. Qui est con? Pardon, tu vois, je tape sur les élus, mais il n'y a pas que les élus. Nous sommes responsables aussi. Souvent, nous avons que les élus que nous méritons. Les gens, ils gueulent, mais ils ont voté pour. Il y a encore 17% de gens qui ont voté, 1,7 électeurs sur 10 qui a voté pour Macron. Moi, je me suis battu avec des gilets jaunes en 2022. J'étais à Marseille, je faisais une conférence chez un copain qui s'appelle Salim Laïbi. Je rencontre des gilets jaunes de rue qui étaient en train de distribuer des tracts pour voter pour Macron. Et attendez les mecs, vous n'êtes pas fait assez éborgner? Vous avez pas eu assez d'amende à 135 € pour rien? Ouais, mais tu comprends, le fascisme! Elle dit, putain de connard! Et le vote blanc, ça sert à quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec Macron? Vous n'êtes pas d'accord avec la personne qui est en face? Allez voter blanc! Eh ben, ces cons-là, ils ont été votés Macron. Faut pas se plaindre après, hein. Et au-delà du vote, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore la possibilité, en tant que citoyen, de représenter ce contre-pouvoir? Oui, on a monté, parce que je suis aussi contre les éoliennes industrielles, qui sont une véritable arnaque financière et écologique en France. Je pèse mes mots, financière et écologique. On a monté un collectif dans Lyon, où j'habite maintenant, en bout d'un an, dans cette association qu'on a montée qui s'appelle Ville et Village en campagne, on est 1000 personnes. Eh ben, on a fait reculer plusieurs projets. Parce que le nombre, c'est nous. Parce qu'il y a eu 2 enquêtes publiques, une enquête publique à Béon et une enquête publique à la Celle Saint-Cyr, où on a été plus de 1200 personnes à répondre à l'enquête publique. Du coup, qu'est-ce qu'ont été obligés de faire les commissaires enquêteurs? De déclarer défavorable. Qu'est-ce qu'a été obligé de faire le préfet? De déclarer défavorable. On va encore se battre parce que derrière il y a une grosse machine qui fait qu'ils essayent de passer par-dessus. Mais en attendant, on a gagné des combats. En attendant, on a gagné des batailles. Donc on peut encore en France. Aujourd'hui, il y a encore quelques canards qui sont libres. Le Canard enchaîné, il est libre. Mediapart, il est libre. Mediacité, c'est des journaux qui sont libres, qui peuvent sortir des affaires. Moi, j'ai réussi à faire sauter des affaires. Je vais t'en raconter une. Par rapport à ça, il y a quelques années, je l'ai mis d'ailleurs dans un de mes livres, je découvre qu'une vice-présidente de région dans le sud de la France avait détourné de mémoire 300 000 €. Pas bien en plus, c'est une association d'handicapés et une autre association. Donc le truc glauque, pas bien. La nana se fait gauler. Elle justice, etc. Elle fait un plaidé coupable. Une grosse saloperie, les plaidés coupables en France. Hein. Donc ça se passe dans un petit bureau où elle avoue sa faute.
elle paye une petite amende, et puis elle ressort, et puis on n'en parle plus. Elle retourne à la région, elle en parle à personne. Parce que le plaidé coupable, il n'y a pas de journaux, il n'y a rien du tout. Moi, je la prends. Qu'est-ce que je fais? Je lui téléphone. Chez elle, elle était en vacances. Je lui téléphone, alors, bonjour madame, je sais plus son nom. Alors, bon, vous avez détourné 300 000 euros, vous avez fait un plaidé coupable, vous avez été condamné à tant d'amendes. Est-ce que vous comptez en parler au conseil régional? Non, j'en parlerai pas, puis de manière l'affaire est classée, j'ai été jugé, ça vous regarde pas, et je suis en vacances. Je cling. Ah ah. Je téléphone à la Dépêche du Midi, qui était tenue par un enfoiré que j'ai mis dans mon livre et qui s'appelle Bailey. C'est pas lui, ils veulent pas le publier parce que c'est une affaire qui datait de 6 mois. Bon, d'accord. Je téléphone à la Provence, à Bernard Tapie. C'est Bernard Tapie, le patron de la Provence à l'époque de mémoire, et que je connais aussi. Bernard Tapie me dit non, on peut pas parce que tu me fais chier, c'est une affaire qui marche plus, c'est classé. Ok, donc personne voulait en parler, d'accord? Eh ben, je passe par des petits blogs d'individus. Le mec a monté des petits blogs dans leur village, etc., etc. Et je leur balance l'info. Les petits blogs buzzent. C'est-à-dire que partir du moment où il y a une information qui est vérifiée, qu'elle est sourcée, que les gens sont intéressés, que c'est bien écrit, que tu balances ça sur des petits blogs, l'affaire blog, au bout de 3 mois, elle est obligée de démissionner. Donc on peut encore. Quand tu peux pas passer par la porte en France, passe par la fenêtre. Si tu peux pas passer par la fenêtre, passe par la cheminée. Mais quand tu veux entrer dans une maison pourrie en France, tu peux toujours. Faut juste que les gens soient un petit peu tenaces. Faut que, si ça passe pas, tu prends un autre système. Il y a plein de moyens aujourd'hui dont on peut utiliser Internet, même si c'est certains réseaux sociaux, il y a à boire et à manger, on peut toujours s'en servir pour faire des trucs. Faut juste s'en servir intelligemment. Oui, puis mine de rien, parce que ça reste. Donc forcément, il suffit qu'il y en ait un qui en parle et que ça reste sur Internet, on tape son nom, et peut-être qu'on n'aura pas envie de voter pour elle la fois d'après, quoi. Mais j'espère bien. Et Lana est obligée de démissionner au bout de 3 mois parce qu'elle en avait parlé à personne. Elle était toujours vice-présidente. Il y a plein d'informations comme ça que les gens savent pas. Les gens ont plus le temps de s'informer, quoi. Tout est fait pour que les gens n'aillent pas chercher l'information. On leur donne on leur donne de l'information prêt à mâcher. Déjà mâchée, tu vois. Donc ils ont pas besoin de chercher. S'il y a un gros titre, 3 lignes, allez, contente-toi de ça et passe à la soupe, tu vois. Les gens vont plus chercher l'information. Il y a très très peu de journaux qui vont, puis les journalistes ont plus le temps de faire de l'investigation. Donc aujourd'hui, tu es dans celui qui va balancer le scoop en premier. Parce qu'il faut avoir du buzz, il faut avoir du lecteur. Donc n'importe quelle information, on la vérifie pas forcément et on la balance. C'est ce que je te disais tout à l'heure, je like. Les gens vérifient plus l'information, il y a le gros titre. Ah, il y a 50 000 personnes qui ont liké sur Facebook. Donc 50 000 personnes qui ont liké sur Facebook, c'est que ça doit être vrai. C'est que ça doit être vrai. Donc je like moi aussi pour renforcer la vérité apparente. Tu vois, j'ai encore employé le mot apparente. Mais la réalité en profondeur, les gens vont plus la chercher. Ce que moi je fais dans mes livres, c'est justement, je vais chercher en profondeur ce qu'il y a derrière. Allez, je t'en donne un autre par plaisir, j'adore. 2035. Et c'est la suppression des voitures thermiques. Pour tout le peuple, hein. Oui. Ça, c'est obligatoire. Hein. À partir de 2035, plus question de construire des voitures thermiques. Il va falloir encore s'endetter pour acheter des voitures électriques qui vont tomber en panne parce que les batteries, le froid, ils aiment pas, parce que s'il y a une inondation, on pourra pas rouler. Faudra les acheter. Mais il y a un petit article en bas de la loi de 1935 qui dit que les constructeurs de voitures de 10 000 exemplaires, de moins de 10 000 exemplaires, pourront continuer à avoir des voitures thermiques. Qui a des voitures de moins de 10 000 exemplaires? Maserati, Bugatti, Rolls-Royce. Donc ces gens-là, eux, pourront continuer à avoir des voitures. Et nous? Génial! Est-ce que c'est logique? Et le pire, c'est que ça va être légal. Immoral. Mais légal. Et ça veut dire quoi en plus quand tu creuses vraiment? Ça veut dire que ceux qui ont du pognon, qui peuvent s'acheter comme Monsieur Dupont-Maserati, une Maserati à Monaco en payant en liquide, etc., pour continuer à rouler avec des voitures thermiques. Et nous, on sera obligés. C'est-à-dire que t'as plus le choix. On sera obligés d'acheter une voiture électrique. Faut qu'ils arrêtent de te prendre pour des cons. Parce que de toute manière, à un moment donné, on pourra pas. Les gens pourront plus, déjà avec leur putain de loi sur la ZFE, zone de forte exclusion. Mais c'est une loi anti-pauvre. Je vais t'en donner une là aussi. C'est dans mon bouquin. La loi sur la ZFE est une loi qui a été faite pour que l'air soit respirable. Parce que on peut plus
C'était pas possible, l'air devient respirable dans les grandes villes, il fallait faire quelque chose. Je veux bien l'entendre. Mais ils avaient instauré le fait que la loi devait être posée en juillet 2024. C'est la loi. Hein. C'est-à-dire qu'à partir de juillet 2024, on ne pouvait plus, critère 3, aller à Paris et dans les 40 ou 50 km autour de Paris. Puis comme c'est pas déjà intelligent, ils se sont rendus compte au dernier moment qu'en juillet 2024, il y avait un truc à Paris qui s'appelait les Jeux business olympiques. C'est ça, hein? Les Jeux business olympiques. Donc du coup, s'ils mettaient la ZFE comme ils l'avaient prévu, comme ils l'avaient signé, comme c'était instauré en place en juillet 2024, les Jeux business olympiques, c'était mort. Donc malgré le fait que c'était vital pour l'air, eh ben ils ont repoussé la loi à janvier 2025. C'est pas une histoire de pognon? Je sais pas, prouvez-moi le contraire. C'est bien qu'une histoire de pognon, d'autant plus que j'ai creusé. Par exemple, à la Courneuve, il y a 90% des habitants de la Courneuve, 90%, qui ont des voitures en critère 3. Donc s'ils instauraient ça en juillet 2024, les Jeux Olympiques, c'était mort. Et en plus, tous les bénévoles qu'ils ont employés, 45 000 bénévoles, hein, qui en a remercié avec une poignée de main seulement, hein, alors qu'eux se sont fait des couilles en or. Ils venaient tous dormir au bois de Boulogne, ils venaient avec leur voiture critère 3 pour être bénévoles sur les Jeux Olympiques. Donc ils ont repoussé ce truc vital pour la vie des Français à janvier 2005 plutôt que de le faire en juillet 2004. Si ça, c'est pas aussi nous prendre pour des cons, parce que ce que j'ai dit est factuel, j'ai les preuves. Tout est sourcé. Petit exemple de la façon dont ces gens-là essaient de nous manipuler. Et sur la ZFE, ils sont fous parce que tous les gens qui ont un critère 3, on va les obliger à avoir acheté une voiture critère 2. Tu me suis? Voire critère 1, parce que si tu achètes une critère 2, 2 ans après, elles sont critère 3. Sauf que la bagnole que t'as, tu peux plus la revendre. Puis personne n'en voudra. Donc non seulement on t'oblige à faire un crédit, parce que c'est les pauvres, hein, pour t'acheter une voiture en critère 2, mais tu pourras même pas revendre ta voiture en critère 3. Mais c'est quoi cette logique de fric, de soi-disant bien-être pour les populations? Non, parce qu'en plus les gens qui ont fait ces lois-là, excusez-moi, ils n'ont pas de bagnole, eux. La plupart, ils sont avec voiture avec chauffeur, ou ils habitent à Paris, et ils n'ont pas de bagnole. Donc ils savent pas ce que c'est, eux, que de venir de la banlieue et d'aller à Paris. Et ils pondent des lois sur des choses qu'ils ne connaissent même pas. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a un gros problème. C'est que la plupart des politiques, je dis, il y a une fracture complète avec le peuple. Tu prends un type comme Valls, salut Dark Vador. Valls, il a jamais travaillé. Mélenchon, salut Méluche, il a travaillé 3 mois dans sa vie. Ces gens-là n'ont jamais travaillé de leur vie. Ils savent pas ce que c'est que le peuple. Ils savent pas ce que c'est que de partir en transport le matin dans le RERD qui tombe en panne toutes les 3 minutes, qui pue la merde, etc. Ils savent pas. Ils savent pas ce que c'est que de courir, parce qu'il faut que tu te dépêches d'aller au supermarché pour faire les courses pour tes gosses, de courir pour rentrer à la maison, pour faire à manger, leur faire les devoirs. Ils savent pas. Parce que ces mecs-là, ils mangent au restaurant depuis l'âge de 20 ans. Donc on les sert à table. Donc ils peuvent pas comprendre ce que c'est que de débarrasser. Ils sont pas au courant. Et ils pondent des lois pour ça. Comme tu dis, c'est eux qui font les lois, c'est eux qui les changent, qui les écrivent, qui mettent des choses, qui reviennent en arrière. Si concrètement, on essaye de réformer le système aujourd'hui, ça peut passer par quoi? Est-ce que ça passe forcément par la case révolution? Non, alors révolution oui, mais révolution intelligente. Encore une fois, je le dis souvent, les révolutions violentes, ça part toujours d'un truc et ça finit toujours dans l'incohérence. Donc les gens, dans les révolutions violentes, les gens qui avaient des droits avant la révolution se retrouvent avec des privilèges, et les gens qui avaient des privilèges avant la révolution se retrouvent avec des droits après la révolution, parce que c'est fait n'importe comment. Et les premières personnes qu'on tue, en général, dans les révolutions violentes, c'est des mecs comme moi. Donc, j'ai pas trop envie d'une révolution violente. La meilleure des révolutions aujourd'hui, c'est d'aller voter. C'est de dégager tous les élus pourris. On le fait pas. C'est encore moi, je vous embête encore un petit instant. Si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, c'est qu'elle vous plaît et ça nous fait trop plaisir. Donc si vous voulez continuer à nous soutenir et continuer d'entendre des personnes comme Philippe Pasco, pensez bien à vous abonner. Je vous laisse. Mais après, il y a des choses à réformer aussi. Je milite, moi, par exemple, pour que tous les élus, sur n'importe quelle élection, aient la même propagande. Les mots sont importants. J'ai pas dit le même argent. J'ai dit la même propagande. Candidat A
2 tracts. Candidat B, 2 tracts. Candidat C, 2 tracts. Candidat, 3 meetings. Candidat B, 3 meetings. Candidat C, 3 meetings. Candidat, 50 petits fours. Candidat B, 50 petits fours. Candidat C, 50 petits fours. Pourquoi ? Pour que les candidats se rabattent sur le contenu et non sur l'apparence. Mais tu sais qui c'est qui veut pas ça ? Parce que si c'était ça, on aurait un choix équitable. On serait peut-être obligé de lire les programmes. Parce que c'est pas celui qui fait le plus beau, c'est pas celui qui fait le plus gros meeting qui remportera les voix. Mais c'est les gens eux-mêmes qui veulent pas. Tu sais pourquoi ? C'est simple à comprendre. Le mec qui fait plein de meetings comme Sarkozy a fait pour son élection, il y a celui qui fait les affiches, il y a celui qui pose le rideau, il y a celui qui loue la salle, il y a celui qui fait le catering, il y a celui qui fait des petits fours. Tout cela, il touche. Il y a celui qui fait les drapeaux, il y a celui qui fait les affiches. Ils n'ont aucun intérêt à ce que ça soit la même propagande pour tous les élus. C'est QFD. Là aussi, il faut qu'on soit capable, nous-mêmes, de faire notre propre analyse. Et si tous les candidats avaient la même propagande, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le petit candidat aurait autant de chances que le grand. Parce qu'aujourd'hui, être élu, c'est une question de pognon. C'est pas une question de programme. C'est celui qui a le plus de pognon qui a le plus de chances d'être élu. Parce que c'est celui qui se montre le plus à la télé. C'est celui qui... Et ils ont même changé la loi pour ça. Hein. C'est celui qui a le plus de meetings. C'est celui qui fait les plus beaux trucs. On a tendance à aller vers lui. Le petit candidat, on n'en parle même pas. Et en plus, ils ont changé la loi. Avant, la loi était égalitaire. Tu me suis ? C'est-à-dire que quand il y avait une campagne présidentielle, tous les candidats avaient le même temps de parole, étaient coupés de la même façon, étaient notés de la même façon, en fonction de leur représentation qu'ils voulaient faire. Il y a un type, c'est Hollande, je crois, qui a fait ça, qui a changé l'égalité en équité. C'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Et aujourd'hui, c'est celui qui a le plus d'élus, qui est le plus dominant, qui a le plus de temps de parole. Mais le mec qui a pas beaucoup d'élus, qui a quasiment rien, comme il peut pas parler, comme il a 5 secondes alors que l'autre il a 3 minutes, de toute manière, il n'aura pas beaucoup d'élus. S'il n'a pas beaucoup d'élus, la fois d'après, de toute manière, il n'aura toujours que 30 secondes. Eh ben, c'est la loi qu'ils ont instituée. C'est une loi qui donne, ceux qui font du golf, moi j'en fais pas, 4 ou 5 handicaps de plus à celui qui est dominant. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est qu'en plus, les élections sont viciées. Il faut du pognon. Tu sais combien coûte une campagne présidentielle ? 50 millions d'euros. Alors que officiellement, c'est 22. Hein. Mais qu'on me dise pas que c'est pas vrai, il y a un type qui s'appelle Sarkozy qui s'est fait gauler. Et j'ai découvert en plus, et je le mets dans le bouquin, que toutes les élections présidentielles, depuis Mitterrand, je parle des campagnes, ont été truandées. Et que toutes les élections présidentielles, je parle du financement des campagnes électorales, ont été validées. Même Jean-Marie Le Pen, je précise bien, je vais jusqu'au bout, a truandé ses comptes de campagne. Et Jean-Marie Le Pen a été validé dans sa campagne présidentielle. Il n'y a qu'un seul mec qui s'est fait allumer, qui s'appelle Jacques Cheminade, qui était un petit candidat. Hein, petit. Donc lui, il fallait bien pour montrer que... Voilà, ils faisaient leur boulot, oui. Quoi, quand même. Il fallait bien qu'ils en chopent un. Donc ils ont chopé Jacques Cheminade, qui lui avait fait une campagne à 900 000 euros, et pour 3 sous de machin, ils l'ont merdé pendant 10 ans. Toutes les campagnes présidentielles, au niveau des campagnes électorales, auraient dû être invalidées, y compris la campagne de M. Macron. C'est pas fait. Donc elle est où la justice ? Parce que normalement, les mecs, ils sont validés, ils n'ont plus le droit de se présenter. Hein. Donc s'ils avaient validé Chirac, Balladur, Jean-Marie Le Pen, ces mecs-là ne pouvaient plus se présenter aux élections, c'est dans la loi. Eh ben, ils ont validé. J'ai les preuves de ce que je dis. Hein. Mais pire, Tibéri. Tibéri, 21 ans de procès. En moyenne, entre 8 000 et 10 000 faux électeurs. Eh ben, ils le savaient depuis le début, ils en avaient les preuves. Les policiers, les juges, avaient les preuves des truandages de M. Tibéri. 21 ans de procès. Chapeau, la justice. Par contre, toi et moi, on fait une petite erreur. Le petit chef d'entreprise qui va, j'ai dit une bêtise, hein, qui va dîner avec sa maîtresse et qu'oublie de marquer au dos de ticket restaurant le nom, le pourquoi, ou qui met un faux, etc., et que c'est découvert. Abus de biens sociaux, mise en examen, le mec qui morfle, il est obligé de vendre sa société, sa femme divorce, il peut plus envoyer son gosse à l'école, et lui, ça se fait en 6 mois. Hein. C'est pas la justice que je veux en France. En fait, j'ai plusieurs questions qui me viennent. Enfin, il y a celle de la continuité et il y a en même temps ce que tu dis là sur
les raisons pour lesquelles toi tu milites et ce que tu voudrais qu'il soit mis en place. Mais ces choses-là, c'est des réformes qui sont votées par autre chose que par les citoyens aujourd'hui. Ouais. Qui sont votées du coup par des politiques. Donc en fait, on est dans un serpent qui se mord la queue. Non. Éveillez les consciences. Arrêtez de voter pour des élus pourris. Le pire, c'est que, et j'en ai les preuves encore une fois, c'est que les élus honnêtes, on vote pas pour eux. C'est pas intéressant, un élu honnête. C'est rigoureux, c'est chiant, ça refuse de te filer un logement, ça te refuse le passe-droit, ça serre pas les mains, tu vois, ça trouve pas du boulot à ta fille, et on vote pas pour lui ou pour elle. Moi, j'ai des exemples d'élus hyper honnêtes. Eh ben, ils ont pas été réélus. Ils se sont présentés aux élections, et les gens ont voté pour le pourri. Cherchez l'erreur. Les gens, moi, j'étais dans des pays où les gens ils étaient obligés d'aller voter pour une personne. J'ai fait en Russie, j'ai fait au Congo, je l'ai fait en Ukraine. Là, par la démocratie, il y en a plein qui pleurent là-bas pour l'avoir. Nous, on l'a depuis 1945, même que c'est avant, on s'en sert pas. Les gens gueulent après les femmes. Alors, c'est bien de faire MeToo. Ok, c'est bien tout ça. Faut que je fasse gaffe à ce que je dis, parce que sinon, mais putain, allez voter, les filles. Vous avez le droit de vote que depuis 1945, je crois, ou 44. 44. Vous avez le droit de voter que depuis 1944. Vous avez la permission d'avoir votre propre carnet de chèques depuis 1972. Il n'y a que 4 ans que la loi est sortie sur le fait que vous pouvez mettre un pantalon. Alors que normalement, vous n'aviez pas le droit de mettre un pantalon. Et vous n'allez pas voter. Parce qu'il n'y a pas que les mecs, hein. Il y a aussi les femmes. Donc là, vous vous êtes battus, les nénettes, les suffragettes se sont battus pour que vous ayez le droit de vote et vous en servez pas. Vous plaignez pas, hein, si vous avez que des connards. Vous plaignez pas si vos gosses sont pas à bouffer. Les vrais responsables, c'est nous. Les vrais responsables, c'est nous. On va voter, ou quand on va pas voter, on s'occupe pas des élus pendant le temps de leur mandat. On n'en a rien à foutre de ce qu'ils font. Vous allez dans un conseil municipal, moi j'y vais, attends, c'est vide. Il n'y a pas une personne de la population. Donc les élus, ils en profitent, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a personne pour les contrôler. Parce que c'est aussi un problème en France. On est contrôlé partout, sauf les élus. Et quand tu dis, parce qu'il y a des gens qui sont pour le fait qu'il faut pas que les élus aient un casier judiciaire, il faut pas qu'on mette le fait qu'il faut un casier judiciaire vierge pour être élu. J'ai plein de gens qui se disent ouais mais attends c'est trop facile et puis si jamais on fait ça, les mecs ils vont être condamnés, ils pourront plus. Non non faux. Il faut que les élus aient ou alors mettez-le sur le bulletin de vote. Parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a plein de choses qu'on sait pas. Là j'ai mis dans le bouquin, il y a un type, il a détourné de mémoire 100 000 euros de frais de restauration. 100 000 euros de frais de restauration et 184 000 euros de liquide dans les DAB. Le mec, il a été réélu sans problème 2 fois. On est bien con, hein. Mais sauf que les gens ne se renseignaient pas, les gens ne savaient pas. Parce que les gens, ils veulent pas se renseigner. Enfin, ils se renseignent pour des merdes, mais pour ce genre de truc, ça les intéresse pas. Le moindre truc, incivilité dans la rue, alors là, ça fait des scandales, ça fait des unes, tout le monde en parle pendant 15 jours, etc. Mais des mecs qui gèrent ta vie, qui dépensent ton pognon, qui dépensent nos deniers, notre argent, s'en occupent pas. Du moins qu'il t'a serré la main, c'est bon. Moi, je préfère que le mec me serre pas la main, mais qu'il soit propre, quoi. Moi, je suis pour l'instauration du RIC, hein. En Amérique, que j'aime pas, hein. Honnêtement, les Américains, c'est un bon truc, et en ce moment, Trump, c'est encore moins. Les Américains ont réussi à faire bouger Coca-Cola. Alors, Coca-Cola, il faut que vous le sachiez, il y a un produit dans Coca-Cola qui permet de rendre le Coca marron, qui est le je sais pas combien, qui est un produit éminemment cancérigène. Alors, je vais me faire tuer par tous les gens de Coca-Cola, mais c'est vrai. Les Américains, qui sont de ce côté-là moins cons que nous, ont dit à Coca-Cola, dans je sais plus quel état de je sais plus quel endroit des États-Unis, si vous continuez à mettre ce je sais plus combien dans le Coca-Cola, on n'en achète plus. Coca-Cola, au bout de 3 semaines, ils ont retiré ce truc cancérigène du Coca. Ça prouve simplement quoi? Ça prouve que la force, c'est nous. Mais nous, on est cons. En France, excusez-moi les Français, on est cons. En plus, je vais vous donner des exemples. Il y a pas longtemps, on vous a fait croire que la moutarde était en rupture de stock. Partout, c'est dans les journaux, il n'y avait plus de moutarde en France. Il fallait, etc. Au lieu de se dire, bon, ils annoncent qu'il n'y a plus de moutarde en France, je vais restreindre au lieu de prendre 2 cuillères de moutarde, je vais prendre plus qu'une. Non.
Les Français se sont précipités dans les supermarchés pour dévaliser les rayons de moutarde. Pour avoir un stock de moutarde chez soi. Je vous jure que c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? L'intoxication et la manipulation qu'on a fait est exactement arrivée à ses fins, puisque du coup, comme il n'y avait plus de moutarde dans le rayon, qu'est-ce qui s'est passé? Pénurie et augmentation du prix. C'est exactement ce que les gens voulaient. Et en fin de compte, de la moutarde, il y en avait. Mais c'était uniquement de la manipulation. Il y a quelques années, il y a même un film qui a été fait là-dessus, avec Jean Carmet et Depardieu. Ça s'appelait Le Sucre. Il y a eu toute une campagne en France qui a été faite pour dire qu'il n'y a plus de sucre. Qu'est-ce qu'ont fait les Français? Au lieu de se dire, au lieu de mettre 2 sucres dans mon café, j'en mets 1. Non, non, non. Les Français se sont tous précipités dans les supermarchés et ils ont acheté des tonnes de sucre. Du coup, le cours du sucre a explosé. Qui est con? Excusez-moi. Encore une fois, c'est nous. Les élus sont des escrocs, mais nous, on participe aussi au fait qu'on les laisse devenir des escrocs. Je reviens au Nutella. T'arrêtes d'acheter du Nutella. Qu'est-ce que va faire le patron de Nutella? Mais il va changer sa formule. Hein. Tant que tu continues à acheter de la merde, pourquoi tu veux qu'ils nous en fournissent pas? Les gens me disent tous, et ça aussi je suis à contresens de ce que disent la plupart des gens, ouais, non, la télé c'est de la merde, faut pas regarder la télé. La télé c'est de la surconsommation, faut pas acheter de télé. Moi, ça fait 15 ans que je regarde plus la télé, tu comprends, je suis un mec bien. T'es un con, surtout. Parce que la télé c'est un espace de liberté. Tu l'allumes quand tu veux. Tu regardes le programme que tu veux. À l'heure que tu veux. Mais, plus tu regardes de la merde à la télé, plus ils t'en servent. Hein. Ah oui. Et c'est exactement ça avec Hanouna. Hanouna, tu vas dans la rue, tu regardes. Ah non, Hanouna, attends. Émission de connard. Hanouna, mais arrête, c'est l'émission politique de merde de la télé. Hanouna, c'est le plus haut taux d'écoute. Et donc, plus tu regardes Hanouna, plus tu regardes ces trucs de tarte à la crème, ces crises, la façon dont ils traitent ces chroniqueurs comme des merdes, etc., bah, plus ils t'en servent. Donc les coupables, encore une fois, c'est nous. Hein. Qu'est-ce qu'on attend, du coup, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit attendre, en tout cas, d'un bon dirigeant? Et est-ce que dans ceux qu'on a pu avoir par le passé, ou dans ceux qui vont vers l'avenir, ce qu'on devrait avoir, est-ce que tu vois quelqu'un qui va dans ce sens-là, qui s'inscrit dans ce sens-là? Pour l'instant, j'en vois pas beaucoup. Il y en a un ou deux qui me paraît bien, c'est Ruffin. Hein, je suis pas, parce qu'il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Et jusqu'à présent, j'ai pas de preuve qu'il a triché. Après, je commence à chercher. À droite ou à gauche. Je sais pas. Mais encore une fois, c'est nous. Hein. La soupe est trop bonne. Comment ça se fait qu'on élit des mecs qui sont élus depuis 40 ans? Les Woerth, les machins, les bidules, qui font de la politique merdique depuis déjà 30 ans. Ils se représentent aux élections, ils sont encore élus. Il n'y a pas des petits jeunes qui se présentent en phase 2, etc., pour qu'on pourrait essayer? Ben non, on les essaie pas. On préfère un vieux briscard de politicard de merde. Et, ça. Et le fond du problème, c'est aussi le système qu'il faut changer. Et je te donne un exemple et une preuve par rapport à ça, qui remonte à mai 2017. Mai 2017, il y a un mec qui s'est présenté aux élections, le petit Kennedy, là, qui sautait une petite vieille, qui nous a dit « Je vais faire une autre politique. On va se débarrasser de la vieille politique de merde, on va prendre des gens nouveaux. » Et c'est vrai qu'il y a eu plein de gens nouveaux qui sont entrés en politique, hein, des gens qui avaient jamais fait de politique, des chefs d'entreprise, des secrétaires, des tarés comme la mère, je sais plus quoi, là, il y en a eu quelques-unes. Mais c'était pas des vieux briscards, tu me suis? J'ai les preuves que ces gens-là, qui étaient des mecs citoyens, qui voulaient faire une autre politique, en rentrant en politique et en devenant député en juin 2017, pardon, pas en mai 2017, ont été pires que ceux d'avant. J'ai les preuves. Il y a 87 députés macronistes à un moment donné qui ne sont pas venus à l'Assemblée nationale pendant 1 an et demi. 1 an et demi. Les mecs n'ont pas mis les pieds dans l'Assemblée. Par contre, ils touchaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est pas forcément les gens qui sont pourris, c'est le système qui les pourrit. Et c'est vrai que le système, en tant qu'élu, est tellement bon. La soupe est tellement bonne que quand tu commences à y goûter, j'ai pas envie de continuer à ne pas la manger. Et tu continues à la manger. Et c'est très dur de résister. C'est très dur parce qu'il y a plein d'avantages en étant élu. Plein. Donc, faudrait déjà voter pour des élus propres, qui après votent des lois pour changer le système. Sinon, je vois pas comment on peut s'en sortir. Et puis le fait de dire faut que personne aille voter, c'est une connerie, ça. C'est une connerie fomentée par les élus. Si depuis 1958, ne pas aller voter, ça servait à quelque chose, ça saurait.
Alors, les élections sont truandées, ça sert à rien. Ça, c'est ce qu'on me dit. Eh ben, ça aussi, c'est une grosse erreur. Les élections sont de moins en moins truandées. Je parle des élections papier, pas des élections électroniques, hein, attention, parce que là, les élections électroniques, c'est autre chose. Les élections sont... Le dernier qui s'est fait gauler, c'est un élu à Marseille qui avait planqué des bulletins dans ses chaussettes de mémoire. Mais les élections papier, t'as le candidat A, le candidat B, le candidat C qui regardent. Les urnes sont transparentes. On met tout sur la table. Ça devient de plus en plus difficile de truander. Et les gens qui me disent « Ouais, mais ils ont truandé entre le moment où ça va à la préfecture, etc. sur 1 million. » 1 million de voix qu'on a truandé? Expliquez-moi. Tout ça, c'est du complotisme de merde. Par contre, ça favorise le fait que les gens aient plus envie d'aller voter. Et je vais vous dire, il y a un bureau à Matignon, ils sont en train de bosser dessus. Ils veulent mettre en place le vote électronique sur toute la France. Là, il n'y a plus de démocratie. Parce que là, il y a une erreur. En France, on peut sortir les bulletins et les recompter. Avec le vote électronique, je vous donne un scoop. On ne peut pas recompter les bulletins. Donc, si les mecs derrière l'ordinateur ont truandé des voix sur le vote électronique au premier tour, c'est mort. On ne peut pas recompter une deuxième fois. Donc, le vote électronique, justement, va favoriser le truandage. Le deuxième truc qui favorise le truandage, parce qu'il peut y avoir encore des petits truandages sur le vote papier, je suis d'accord. Mais pourquoi le vote sur papier truandé marche? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de votants. Donc si tu as 1,7 de votants sur 10, rappelez-vous les chiffres que je vous ai donnés, truandé sur 0,7, c'est facile. Mais s'il y avait 9 personnes qui vont voter, truandé sur 0,7, ça ne veut plus rien dire. Donc si on augmente le nombre de votants, on diminue la facilité de truandage. Moins il y a de votants, plus c'est facile de truander. C'est simple à comprendre. Hein. Si tu as 4 bulletins dans l'urne, si tu as 2 bulletins dans l'urne, il suffit que tu truandes sur 1, tu as gagné. Si tu as 9 bulletins sur l'urne, même si tu truandes sur 1, tu as perdu. Les gens ne comprennent pas ce genre de mathématiques. Et pourtant, c'est une mathématique simple. Hein. Donc arrêtez de ne pas aller voter. Et si vous ne savez pas pour qui voter, votez blanc. Ça de blanc, ça pour les élus. Ils sont morts. Parce qu'après, tu vas dire, t'as peut-être été élu ce coup-ci, mais t'es plus représentatif. Alors, Camembert l'élu, hein. Aujourd'hui, on peut pas. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Je sais pas, demande-toi ce que toi, tu peux faire. Je reprends la formule de Kennedy. Tout le monde me dit, mais présente-toi, mais attends, c'est toi, l'acteur. Creusez un petit peu. Vous voulez quoi? Vous pouvoir payer vos factures, vous voulez être heureux, pas payer trop d'impôts et bénéficier de services publics. Eh ben, battez-vous. Battez-vous pour ça. Moi, je me bats pour le fait qu'ils ont foutu des urgences à 20 € au lieu d'embaucher des médecins. Je me bats parce que j'arrête pas de dénoncer que l'Académie de Créteil, Éducation nationale, la note pour devenir professeur des écoles, c'est 3,2. Et qu'ils n'ont pas eu assez de candidats. Je me bats pour ce jeu, je me bats pour que les prud'hommes redeviennent véritablement des prud'hommes, je me bats pour qu'il y ait plus de juges. Mais les gens, ils sont passifs. Tu penses que les jeunes aujourd'hui notamment sont devenus fatalistes? Ah bah complètement, parce que les jeunes, ils sont toujours loin de leur retraite. Tu leur parles de leur retraite, d'ailleurs, qui s'est battu pour la retraite? Les jeunes? Parce que c'est loin. Parce que c'est loin la retraite, donc c'est pas grave. Et puis de mer, ils rentrent dans le jeu, quoi. Si tu bosses, t'auras du pognon. Le problème, c'est que tout est basé sur la consommation, parce que je rappelle quand même qu'avant, devenir riche, tu devenais riche sur une vie. Maintenant, tu deviens riche en 3 ans. En 2 ans. Tu fais un petit peu de buzz sur Internet, tu te tapes 3 mois après 15 000 € par mois. Donc la notion de richesse et de consommation est devenue beaucoup plus courte par rapport aux adultes. Donc ils veulent en profiter. J'ai même des gosses qui lisent mes livres, qui sont venus me voir en me disant « Attends, tu sais pourquoi je l'ai acheté? Parce que je veux savoir comment je peux devenir élu pour truander. » Tu te dis « Putain, j'ai pas écrit ça pour ça. » Donc c'est pas simple, c'est pas ça. Mais il faut continuer à se battre, sinon si on se bat pas, qu'est-ce qui se passe? L'étau se resserre, hein. Et plus il se resserre, à un moment donné, on pourra plus en sortir, hein. Je veux dire, moi j'ai été trop visité de pays totalitaires, où le moindre mec opposant qui ouvrait sa gueule, et moi j'ai failli le vivre, se retrouve découpé en morceaux, vendu sur le bord de la route, dans le petit restaurant de rue, tu vois. Une fois qu'on a dépassé ce stade, c'est fini, hein. Une fois que t'es découpé en morceaux, que t'es sur le bord de la rue, tu peux rien faire. Moi j'ai vu des gens qui se retrouvaient en prison parce qu'ils avaient osé dire qu'ils n'étaient pas d'accord et que c'est leurs voisins qui les avaient dénoncés. J'ai pas envie de vivre cette là, mais on s'y dirige, hein, si on laisse faire. Rappelez-vous les poubelles, la police des poubelles. Les gens vont ouvrir tes poubelles, vont voir si t'as un Tampax
bien utilisé ou mal utilisé. Tu vois, je suis volontairement violent. Est-ce que c'est ça que tu as envie de voir? Eh ben ça, c'est en train de se mettre en place. Et le voisin trouve ça normal, parce que c'est pas toi. Sauf que le jour où ça te tombe dessus, là, tu feras la gueule. C'est la même chose, et c'est un système qui se remet en place. Hein. Je veux pas être violent, mais je le suis quand même. Moi, ça me rappelle une période où c'est la police française qui venait chercher les gens chez eux. Hein. C'était pas les Allemands. Hein. C'était la police française. Et les voisins fermaient leurs portes à clé quand c'était leurs voisins qui connaissaient depuis 10 ans qu'on venait chercher à 6 heures du matin. J'ai pas envie de revivre ça. Moi, s'il y a des mecs qui viennent chercher mon voisin, je protège les voisins, je les fais rentrer chez moi. Pour moi, ça me paraît juste normal. Enfin, j'en ai marre de faire ce geste, on va croire que je suis sarkozien. Aujourd'hui, malheureusement, on se dirige plus vers une société du chacun pour soi. Et tout est fait pour que ça soit chacun pour sa gueule. Même les publicités à la télé. Personne ne se rend compte de la manipulation populaire qu'il y a sur les pubs TV. Toutes les pubs TV que tu regardes sont sur la consommation immédiate pour toi et ta famille. Les autres ne sont pas dans le partage des pubs. Ils sont dans le fait qu'il faut que tu consommes pour toi, ta femme, mais les autres. Et petit à petit, ça rentre dans la tête. Et puis les élus, c'est la formule, c'est tu connais le serpent dans Mowgli. Et confiance, et confiance. Et puis t'as le petit rond qui tourne. Et les gens, ils ont confiance. Non? Boum! Pas d'accord. Pas envie de ça. Moi, j'ai 6 enfants. J'ai 6 petits-enfants. J'ai pas envie qu'ils vivent dans un monde de profit. J'ai envie qu'ils partagent. Et heureusement, je les ai pas trop mal élevés et ça roule de ce côté-là. Mais moi, j'ai peur pour l'avenir. Hein. Je me pose des questions. Hein. J'ai peur parce que le problème, c'est qu'en plus, les gens, toujours par rapport à tout ce que je viens de te dire, ont besoin d'une famille. Donc après, on se dirige vers les extrêmes. Quand tu regardes dans certains pays aujourd'hui, ils ont élu un mec qui sert de la tronçonneuse pour être élu. Imagine qu'en France, il y a un mec qui passe à la télé avec une tronçonneuse. Ben, ça rentre dans les mœurs, ça. Moi, j'ai pas envie d'un mec qui nous dirige à la tronçonneuse. Parce que quand tu commences à diriger la tronçonneuse, tu coupes des têtes, hein. Mais tu fais pas gaffe, forcément, hein. Est-ce que c'est le pays qu'on veut? Ah, mais il faut de l'ordre. Ça manque d'ordre. Ça aussi, ça rentre dans la tête des gens. Tout doucement. Et confiance, tu vois. Et les gens se rendent pas compte que c'est pas de l'ordre qu'on est en train de te mettre en place. C'est de l'autoritarisme. Et après, une fois qu'on sera dedans, toi-même, tu seras obligé de fermer ta gueule. Toi-même, tu seras obligé de courber les chines. Toi-même, tu vas être obligé de raser les murs. Parce que tu sais pas si ton voisin va pas te dénoncer. J'ai pas envie de cette société-là. Je l'écris dans mes livres, preuve à l'appui, et je le dénonce. Après, lisez-le. Plus on est transparent, moins ils peuvent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir d'avoir de plus en plus de personnes qui regardent nos vidéos, qui les apprécient, qui les partagent, donc pour tout ça, un immense merci. Comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, c'est toujours pas le cas, pensez bien à vous abonner, c'est super important pour nous soutenir et pour que vous soyez notifiés lorsqu'une prochaine vidéo sortira. D'ailleurs, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un débat entre Sam Zira et Olivier Truchot, deux mondes complètement différents qui vont se rencontrer. D'ici là, portez-vous bien, salut.